tous la bienvenue à la librairie ce soir pour parler de ce grand acteur qu'est Michel Piccoli. Et je suis ravie d'avoir avec nous ce soir donc Jean Gilly, est-il utile de le présenter, puis je vais de toute manière laisser la parole ensuite à Michele Canonica et à Maria Grazia. Donc Jean Gilly, le spécialiste du cinéma italien. Et je ne dis pas en France, mais peut-être au niveau international, le spécialiste, un des très grands spécialistes en tout cas du cinéma italien. Nous avons Michele Canonica, qui est donc le président du comité de Paris de la Società Dante Alighieri, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et puis Maria Grazia Paturzo, qui est donc professeure de français, je crois, et traductrice, et qui est l'éditrice dans le sens italien, enfin qui a curato ce livre, la publication italienne de ce livre dont j'ai vécu dans les rêves. Et je voulais juste dire, parce qu'évidemment on a tous notre petit Michel Piccoli, mais j'ai failli, et c'est un des grands regrets de ma vie, j'ai failli être la coach de Michel Piccoli pour le dernier film d'Anni Moretti, de Nanni Moretti, sa coach en italien. Sauf que c'était quelques jours avant les vacances, et je ne pouvais pas annuler mes vacances, c'était impossible, donc j'ai été obligée de passer le flambeau à une amie à moi qui, après les vacances, m'a raconté ces quelques semaines passées avec lui, et l'enchantement vraiment, elle m'a dit tout de suite « è un signore ». È un gran signore. Donc voilà, ça c'est un des très grands regrets, mais voilà. Et tant pis, et je vais vous passer, alors je te passe ta parole, Michele. Je suis très heureux de me retrouver à la Libreria pour un autre événement conçu en collaboration avec la Dante de Paris. Et je suis très heureux d'avoir à mes côtés Jean Gilly, vieil ami et en effet très grand spécialiste du cinéma italien. Et avec nous, il y a Maria Grazia Paturzo, laquelle est la créatrice de l'édition italienne de ce livre. Un livre on pourrait dire de conversation, disons d'échange entre Michel Piccoli et Gilles Jacob, un livre où l'on touche à des sujets très personnels, donc c'est un parcours artistique, mais en même temps c'est un livre de souvenirs et comme ça, de récits s'adressant à un cher ami. Alors, pour la partie initiale de cette présentation, nous vous fournissons quelques citations. Et notamment, je crois qu'on peut commencer avec un message qui est arrivé depuis le co-auteur de ce livre, Gilles Jacob, qui a été adressé à Maria Grazia Paturzo, laquelle donc va nous donner lecture de ce message. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais vous lire avec plaisir ce message qui vient de Gilles Jacob, qui a écrit avec Michel Piccoli ce livre merveilleux qui est J'ai vécu dans mes rêves, ho vissuto nei sogni. Il me l'a écrit il y a quelques jours. Je vous le lis vraiment avec plaisir. Bonsoir à tous. Je suis désolée de ne pouvoir être des vôtres ce soir, mais je connais bien le travail de Jean Gilly. Impossible d'être en de meilleures mains. Je suis, par ailleurs, infiniment touchée que nos échanges avec Michel soient traduits dans votre si belle langue. Nous avons, lui et moi, un lien particulier et précieux avec l'Italie, dont je suis fière d'être grand officier de votre République. Quant à Michel, qui n'a cure des honneurs, lui qui n'est que gloire, sa voix, déjà si mélodieuse en français, prend dans votre langue une couleur et une sonorité particulières. Il ne parle pas spécialement le salentino ni le leccese, ni les assonances du trentino. Lui, ce serait plutôt le sarde, qui a été souvent son producteur, ou le napolitain, dialecte de la spontanéité qu'il sait utiliser avec cette élégance qui ne tient qu'à lui. N'oublions pas que dans votre cinéma, Michel a été, entre autres, pape, juge, commissaire, grand mangeur, il a sauté dans le vide, il n'a pas touché à la femme blanche, enfin ça, c'est Marco qui le prétendait,
Bref, il se sent chez lui, chez vous. Quant à moi, si je suis attachée aux Vénitiens, c'est pour bien montrer qu'entre Cannes et Venise, nulle querelle subalterne ne saurait créer des dissonances incongrues. Permettez-moi donc, en son nom comme au mien, de vous souhaiter une belle rencontre. Bien à vous, Gilles Jacob. Merci beaucoup. Voilà, et comme on est rentré dans le grand sujet des relations de Michel Piccoli avec l'Italie, avec le cinéma italien, avec la culture italienne, etc., je pense que nous pourrions écouter maintenant une courte déclaration enregistrée par Michel Piccoli qui concerne déjà le thème de ses origines. Alors, si vous allez sur Wikipédia, on vous dit que sa famille avait une origine tessinoise. Alors là, il précise qu'en effet, il y aurait eu une émigration depuis l'Italie, mais remontant probablement au XIXe siècle, vers le Tessin. Depuis l'Italie vers le Tessin. En effet, il y a eu des échanges énormes entre les deux pays. Même mon nom de famille, Canonica, est un nom tessinois. Et donc mon arrière-grand-père avait quitté la ville de Bellinzona pour s'installer à Turin. Donc c'est vrai qu'il y a entre le nord de l'Italie et la... D'ailleurs, même le docteur qui avait soigné ma mère en Toscane était d'origine suisse. Ce qui veut dire qu'il y a en effet, pour ces deux pays qui ont une image internationale aussi différente, il y a des relations mutuelles qui sont importantes. Et voilà. J'ai un grand-père qui a été italien, qui a fui l'Italie pour aller se réfugier en Suisse, dans le pays du Tessin. Mais sinon, je n'ai jamais entendu mes grands-parents, que j'ai peu connus d'ailleurs, ou mon père parler italien, absolument pas. Mais le nombre de films que j'ai faits par chance avec tous ces merveilleux scénaristes et réalisateurs italiens, j'avais quand même la notion de la musique, de la langue. Mais je ne parlais absolument pas couramment. J'ai travaillé pendant 1 mois, 2 mois avant pour apprendre par cœur, comme on dit, et surtout pour apprendre avec la phonétique exacte mon texte. Oui. Et je pense que c'était bien de vous faire entendre la voix de Michel Piccoli, étant donné qu'il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais néanmoins, on vous a fait entendre sa voix. Et je crois que Jean Gilly souhaitait dire quelque chose sur cette origine italo-suisse de Michel Piccoli. Oui, c'est-à-dire sur l'origine sur l'origine italienne de Piccoli, lui-même ne s'y est pas longuement attardé. Dans le livre, là, j'ai la version, nous avons tous les deux également la version française qui ensuite est devenue une version italienne, et dans le chapitre consacré à l'enfance, il revient sur cette question de l'origine italienne. Du côté de mon père, on ne m'a jamais rien dit de sa famille d'origine italienne comme mon nom l'indique. Autrement dit, je ne sais pas la raison qui explique cela, mais à l'évidence, on ne cultivait pas dans la famille Piccoli un lien quelconque avec l'origine italienne. Je ne sais pas grand-chose de son propre passé et n'ai aucune idée des circonstances de sa rencontre avec ma mère. Je ne crois pas que mes parents ne me les aient jamais racontées ou que j'ai jamais cherché à les connaître. Bon, c'est quand même assez surprenant que Piccoli, qui a effectivement une identité qui par son nom est clairement visible, enfin audible, et quand on pense qu'il y a d'autres acteurs italiens, enfin d'autres acteurs français
d'origine italienne. On pense en particulier à Yves Montand, qui n'a jamais fait mystère, au contraire, qui évoquait souvent sa famille italienne marseillaise. Son nom, vous le savez, était Ivo Livi, et qui donc a d'ailleurs lui aussi fait une carrière, une partie importante de sa carrière en Italie, parce que c'est aussi le cas de Serge Reggiani, c'est aussi le cas de Lino Ventura. Je le prononce à l'italienne, Lino Ventura, qui lorsqu'il est allé par exemple en Italie pour tourner Cadavrexki de Francesco Rosi, avait demandé à Francesco Rosi de jouer en prise directe et en italien. Et Rosi avait refusé, le personnage étant italien, l'accent de Ventura était tel qu'il ne pouvait en aucune façon apparaître comme un policier italien, de quelque région que ce soit d'ailleurs, hein, parce qu'il peut y avoir des nuances de prononciation, d'accentuation et éventuellement d'éléments dialectaux dans la manière de parler l'italien. Donc avec Ventura, c'était pas possible. Ventura en avait été déçu, mais en même temps, bon. Et alors quant à Piccoli, donc il a beaucoup tourné en Italie, mais effectivement, il n'a jamais tellement mis en avant cette origine italienne, et je dois dire que j'apprends ce soir, parce que je n'ai pas fait de recherche particulière, j'aurais pu certainement trouver l'information, que sa famille était italienne et avait transité par le Tessin. Hein, c'est la région du nord du lac Majeur, dont la partie septentrionale est en Suisse, et alors là il est totalement en Suisse, tandis que la partie méridionale du lac Majeur et sert de frontière entre la Lombardie et le Piémont, c'est-à-dire la rive droite du lac est piémontaise et la rive gauche du lac est lombarde. Bon. Donc les Italiens qui sont nés sur une des deux rives sont soit piémontais, soit lombards. Hein. Tout à fait. Bon, voilà. Et alors, pourquoi la chose du Tessin me touche beaucoup, c'est que ma famille paternelle est originaire de cette région, quoi. Mon père est né dans une petite ville presque à la frontière suisse qui s'appelle Canobbio. Et nous avons d'ailleurs toujours, des cousins qui habitent Locarno. Hein, notamment un cousin qui avait le privilège d'avoir un appartement qui donnait sur la grande place et qui le soir pouvait sur son balcon installer des chaises et regarder les projections du festival de Locarno directement de chez lui. Privilège inouï, quoi, hein, bon. Oui. Et la famille, la branche suisse s'appelle Nessi, qui est, paraît-il, un nom assez courant. Mais alors, une question me vient à l'esprit, c'est-à-dire, cette branche suisse de ta famille était protestante ou catholique? Ah, bonne question, et à laquelle je ne saurais répondre. Mais je vais le demander à mon cousin. Que dans la vie d'aujourd'hui, la religion joue un rôle moindre. Mais, par exemple, concernant ma famille d'origine suisse, ils étaient protestants et pour mieux s'insérer en Italie, était passé à la religion catholique. Catholique. Ah oui. Parce qu'au XIXe siècle, on ne blaguait pas sur ces choses-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Je crois que d'ailleurs dans les listes d'état civil, la religion des individus était mentionnée. Ah, hein. Tout à fait. Donc, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était comme ça, oui, bien sûr. Des documents comme ça qui... Bon, donc voilà, ça c'est un peu, bien qu'il ait beaucoup joué en Italie, l'italianité n'était pas chez lui quelque chose de structurant. Je crois pas qu'il se soit comme d'autres acteurs. Et en Italie, il faut bien le dire, il a toujours joué en étant doublé, hein, systématiquement. Et le premier film, c'était d'ailleurs, ça a été un peu célébré pour ça, Habemus Papam, est le premier film où il joue. Mais alors là, ça peut fonctionner, parce que le gros problème, petite parenthèse sur ces problèmes linguistiques, les acteurs français qui allaient tourner en Italie allaient y interpréter des personnages italiens.
Hein, il ne jouait pas des personnages français. Jouant des personnages italiens, la contrainte de la langue devenait très forte. On ne pouvait pas les faire parler dans un italien. Vous savez, quand les Français parlent italien, on le reconnaît tout de suite. Hein. Moi, je parle à peu près correctement en italien, mais quand je parle en italien, les gens m'identifient tout de suite. La R-moche, enfin bon, m'identifient. Il parle bien l'italien. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Il parle bien l'italien. Je posso, ma non lo farò. Un poco. Donc, cette difficulté qui fait que ça repose sur un système de tournage, tu l'as toi-même rappelé, qui fait qu'en Italie, on double. Hein. Et on double même les acteurs italiens. C'est-à-dire les acteurs italiens, au moment du tournage, on n'enregistre pas le son direct. On enregistre éventuellement un son témoin, mais ce n'est pas le son qui sera conservé. Et le son définitif, il est fait en studio, après, une fois le tournage terminé. Et ce sont les acteurs qui vont redoubler, enfin qui vont, pas redoubler, ils vont doubler les propos qu'ils ont tenus sur le plateau au moment du tournage. Et donc les Français, comme les Américains d'ailleurs, hein, il faut bien le souligner, il y a eu également énormément d'acteurs américains qui sont allés en Italie dans la grande époque des coproductions, à commencer par Le Guépard, hein, le titre, c'est un Américain qui le joue. Hein. Or, Lancaster, dans le film, il ne joue pas le rôle d'un Américain, il joue le rôle d'un Sicilien, et il est doublé par un acteur sicilien. Il a un accent, le Gattopardo, l'accent de Lancaster, le prince Salina, est un accent sicilien. Bon. Donc les acteurs étaient doublés. Ça a parfois conduit à des situations paradoxales, et c'est un épisode qui est très connu dans la vie de Piccoli. Quand il joue dans Salto nel vuoto, qui est un film de Marco Bellocchio, avec Anouk Aimée, ils sont les protagonistes, un frère et une sœur. Et au Festival de Cannes, ils reçoivent un prix d'interprétation tous les deux. Le Grand Prix d'interprétation féminine va à Anouk Aimée, le Grand Prix d'interprétation masculine va à Michel Piccoli. Et il y a eu dans la presse, notamment de la part de la critique italienne, des articles pas très sympathiques à l'endroit de Piccoli et de sa partenaire, en leur disant: vous avez reçu un prix d'interprétation, mais le prix d'interprétation, vous l'avez reçu pour votre visage, pour votre corps, pour votre interprétation, mais pas pour votre voix. Or, le travail d'un acteur, c'est effectivement être présent corporellement, visuellement, mais c'est aussi d'employer sa voix. Donc, le prix d'interprétation, il aurait dû aller en partie ou être partagé avec les doubleurs. Hein, les doubleurs professionnels, par ailleurs, parce qu'en Italie, ça a longtemps été une profession très prisée, bien rétribuée, avec beaucoup de travail, puisque les films étrangers... Bon, il y a du doublage pour les films italiens, mais il y a surtout du doublage pour les films français, anglais, allemands, américains, qui arrivent en Italie et qui sont systématiquement doublés. En Italie, le sous-titrage en salle est pratiquement inexistant. À Rome, il y a une ou deux salles dans lesquelles on peut voir des films en langue originale sous-titrés, mais c'est tout. L'essentiel de l'exploitation se fait dans des versions doublées. Alors, quand Piccoli a été invité par... Nanni Moretti a joué dans Habemus Papam. Alors, première chose, sa façon pas forcément parfaite de parler italien ne posait pas de problème puisqu'il jouait le rôle d'un cardinal français. Hein, il s'appelait d'ailleurs le cardinal Melville, et Melville c'est le nom d'un cinéaste bien connu. Moretti dirigeait le festival de Turin, qu'il a dirigé pendant 2 ans, et dans une des 2 éditions, il y a eu un hommage à Melville. Alors quand il écrivait, au cinéaste Jean-Pierre Melville, quand il écrivait le scénario, il avait décidé, provisoirement, dit-il, de l'appeler Melville. Et puis ensuite, c'était bien, et cette appellation provisoire est devenue définitive, et donc c'est le cardinal Melville, cardinal français, qui s'exprime en italien, de façon tout à fait satisfaisante, avec un coach qui n'est pas notre hôte, mais qui fait qu'il s'est très bien débrouillé. Et tout le monde espérait, enfin beaucoup de gens qui aiment Piccoli, espéraient que, à cette occasion, il obtiendrait le prix d'interprétation masculine, et que d'une certaine façon, ça aurait été un risarcimento, c'est-à-dire que cela lui aurait apporté la consécration
totale, puisque c'était à la fois son physique, son visage, mais aussi sa voix, par rapport à Sal Tonnelbrot. Le jury en a décidé autrement, il n'a pas obtenu le prix, au grand désappointement de ses amis, peut-être pas tellement de Piccoli lui-même, qui n'était pas un homme particulièrement attentif aux reconnaissances. Mais en tout cas, ça a bien pointé du doigt cette difficulté qu'il y a autour de la langue et qui fait, je termine là-dessus, qui fait que quand les acteurs italiens sont venus tourner en France, il y en a eu beaucoup moins qui sont venus en France qu'il n'y a de Français qui sont allés en Italie, pour une simple raison, c'est qu'en France on travaille en son direct et donc les rôles interprétés par les acteurs italiens étaient généralement des gens d'origine italienne ou même italiens. Léa Massari, c'est l'exemple que je cite toujours, Léa Massari dans Le Souffle au cœur, un film de Louis Malle, un film français, elle est mariée à un industriel français, mais elle est italienne. Donc elle peut parler avec un français qui n'est pas absolument parfait au niveau de la prononciation, pas forcément au niveau grammatical, et donc c'est rattrapé comme ça. Ce sujet du doublage est très intéressant. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes en Italie me dire que les sous-titres les distrayaient, c'est-à-dire que pour suivre l'évolution des expressions des acteurs, etc., c'est meilleur qu'il n'y ait pas un truc à lire. C'est vrai, mais en même temps, ce que d'un côté on perd, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un peu de l'attention qui va sur le sous-titre, mais en contrepartie, ce qu'on perd en les faisant parler italien alors que c'est un film français, c'est bien pire. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution miracle. Hein. C'est vrai que les sous-titres, certains disent même, quand on a une très belle image, avoir ces écritures en dessous, ça pollue l'image. Oui, mais et toi-même, tu as dit que ceux qui font le doublage en Italie sont de véritables professionnels, donc bien rémunérés en plus, oui. Et donc parce que ce sont considérés comme des gens d'un grand talent. Oui, et puis c'est une corporation qui fait du lobbying, qui fait tout ce qu'elle peut pour retarder, parce que c'est quand même une situation qui n'est pas satisfaisante. Donc ils font du lobbying pour faire en sorte qu'on continue systématiquement à sous-titrer. Voilà. Et alors, à doubler, excusez-moi. À ne pas sous-titrer. Et à ne pas sous-titrer. Mais alors la chose paradoxale, c'est qu'aujourd'hui, dans les salles italiennes, on voit parfois des films sous-titrés, et pas dans les rares salles qui ne présentent que des films en version originale, qui sont en dialecte. Et que pour le public italien, on est obligé de sous-titrer, sinon il ne comprendrait rien. Hein, et ça devient... Alors, parfois, vous avez des films, par exemple en napolitain, où le degré d'usage du dialecte est variable. Donc, parfois, le dialecte est quand même compréhensible, c'est-à-dire il est parcouru de mots italiens, et à ce moment, il n'y a pas de sous-titrage. Et puis, quelquefois, quand tout d'un coup, les personnages échangent des propos dans un dialecte strict, alors là, les sous-titres apparaissent. Mais quand c'est en sarde, c'est tout sous-titré. Quand c'est en... Là, je reviens j'étais à Bari, où il y avait un festival de cinéma fort intéressant au demeurant, mais quand vous allez vous écoutez les gens, certains parlent en dialecte de Bari, c'est d'ailleurs même pas, je ne sais même pas s'il y a un dialecte des Pouilles unitaire pour l'ensemble, je ne crois pas. En général, les dialectes ont des variantes. Il y a une racine commune, mais il y a des variantes d'une région à l'autre. Ou même à l'intérieur de la même région. Ou même à l'intérieur de la même région, c'est totalement incompréhensible, totalement. Hein. On n'arrive même pas à reconnaître un mot par-ci par-là, quoi. Donc, là, on vous a déjà introduit dans le sujet, mais comme nous sommes ici réunis pour présenter un livre dans sa double édition française et italienne, Maria Grazia Paturzo ora ci parlerà di come è nata l'edizione italiana di questo libro. Sì.
Alors, merci à tous, mais si vous êtes d'accord, je parlerai en italien, ok? Come è nata l'edizione di questo libro? È nata molto semplicemente nel momento in cui ho visto nella libreria, appunto nel 2015, qui a Parigi, questo bellissimo libro appunto che abbiamo io e Jean-Gilles stasera, e ho diciamo subito iniziato a lavorare a questa traduzione che ho avuto appunto l'onore di fare. È stata una bellissima sfida, una bellissima avventura che ovviamente insomma, mi ha portato, visto che si tratta di un libro sui sogni, anche a realizzare un po' un sogno, perché io ho sempre, diciamo, sono stata sempre una grande ammiratrice di Michel Piccoli, quindi la lavorazione di questo libro mi ha permesso di entrare anche in contatto con Michel Piccoli, quindi insomma ci siamo sentiti al telefono, ci siamo scambiati delle email, come diceva appunto la signora prima, un gran signore, quindi diciamo un gran signore, un grande artista, un grande intellettuale, comunque insomma un pensatore che ha attraversato tutto il Novecento, possiamo dire, no? Quasi tutto, insomma, è nato nel 25, quindi ci testimonia in questo libro una vita piena di avvenimenti belli ma anche difficili e quindi appunto ho proposto subito alla casa editrice Aracne di portare avanti questo progetto editoriale e mi è stato risposto di sì e come dico nella postfazione il progetto si era arenato, questa è una piccola curiosità che testimonia ancora una volta la signorilità di Michel Piccoli, si è arenato per un po' di tempo perché per questioni diciamo puramente pratiche legate a dei diritti di traduzione. E allora quando l'ho chiamato lui mi ha detto non c'è nessun problema, chiamo io la casa editrice, rinuncio alla mia parte di diritti perché era molto contento che questo libro uscisse in italiano, appunto viste le sue origini italiane, l'italiano l'aveva detto anche al telefono e quindi questo diciamo libro finalmente è uscito in italiano con la prefazione appunto che Jean-Gilles ci ha fatto l'onore di fare. A livello diciamo così letterario, perché appunto insomma abbiamo parlato di cinema ma qui stiamo presentando anche il libro, no, di Michel Piccoli, che cosa possiamo aggiungere come riflessione rispetto a quello che è stato detto? Che questo è un libro secondo me molto bello, molto toccante, perché noi ci aspettiamo sempre comunque un Michel Piccoli completamente, cioè riservato, una persona particolarmente discreta. Qualche giorno fa riguardavo un piccolo diciamo, servizio fatto da un giornalista subito dopo il matrimonio con Juliette Gréco. Il titolo era Un mariage discret, giustamente. E quindi appunto Michel Piccoli si è sempre presentato come una persona estremamente discreta. Però dovrei dire insomma, che in questo libro, non so se Jean-Gilles è d'accordo con me, ma viene fuori anche c'è una sorta di sorpresa, come dire, c'è un lato molto privato di Michel Piccoli che viene offerto in qualche modo al lettore, cioè che viene regalato a noi lettori, a noi ammiratori di Michel Piccoli e secondo me questa molla che fa scattare questa sorta di confidenza che lui fa al lettore è l'amicizia quarantennale appunto con Gilles Jacob, questo intellettuale con cui appunto lui scambia delle lettere che sono anche in appendice al libro e che testimoniano appunto questa grande amicizia, questo sodalizio, questa stima intellettuale reciproca. Quindi grazie a questa amicizia viene fuori un Michel Piccoli completamente privato, quindi che parla, ci porta a spasso diciamo dalla sua infanzia fino alla vecchiaia, quindi c'è diciamo il libro è diviso in capitoli, c'è il capitolo ovviamente sulla infanzia, sull'apprendistato, sul teatro, gli esordi, le difficoltà economiche, ci parla delle difficoltà addirittura insomma appunto che ha dovuto affrontare durante la sua giovinezza e poi ci parla del rapporto appunto con i soldi, con i politici, con l'amore, quindi capitoli molto molto privati. E
se dovessi appunto utilizzare delle parole chiave per questo libro, direi sicuramente una parola chiave è quella della spontaneità e della sincerità. Comunque è un testo scritto, direi, abbastanza senza filtri. A questo proposito vi vorrei leggere un passaggio che Michel Piccoli scrive a proposito di Yves Montand, per dirvi appunto quanto, diciamo, può essere così veramente sincero. Yves Montand non mi piaceva tanto perché lo trovavo una rivista. Correva a briglia sciolta verso il successo. Ciò era abbastanza infantile da parte sua. Ci sono attori che convivono male con la loro popolarità e per Montand era così. Si è montato la testa. Montand mi dava la sensazione di essere mosso innanzitutto dalla necessità angosciante di essere famoso e non dal piacere della professione. Era un furbo, uno scaltro. Gli mancava quel grado di sicurezza che gli avrebbe permesso di interpretare ruoli sempre diversi. Lui interpretava sempre lo stesso ruolo, se stesso. Detto ciò, non ho affatto voglia di dire cattiverie su Montand. Ecco. No, ma è una cosa bellissima che appunto, insomma, un uomo così riservato ci dica delle cose così, insomma, come dire, veramente senza filtri. Veramente pesanti, diciamo. No, diciamo che è un suo pensiero, non so, è un suo pensiero. Non era molto diplomatico. Non era molto diplomatico, sì. Les exemples de Montand sont nombreux, quoi. Par exemple, quand il doit tourner Garçon, quand Claude Sauté lui propose de tourner Garçon, où il devait faire un simple serveur, un simple garçon, il refuse. Montand ne peut pas être un simple serveur, il doit être chef de salle. Et finalement, il provoque la réécriture du scénario pour accepter de jouer dans le film de Sauté. Et les exemples de ce type, il y en a de nombreux, où sa présence, son souci d'apparaître était terrible. Ouais. Non, c'est un type qui avait certainement un très grand talent, mais un ego surdimensionné, il faisait exploser la capote. Ouais. Okay. Voilà, donc un commentaire de Jean Gilly sur ce livre. Sauf si tu veux conclure avec d'autres réflexions. Non, j'ai terminé. Je voulais seulement lire quelque chose come Contraltare, visto che ho detto Michel Piccoli dice, come dice lei, delle cattiverie. Volevo leggere soltanto 2 righe su Mastroianni. Su Mastroianni. Allora, su Mastroianni, ecco, lui dice, bisogna essere come era lui, il modello assoluto. Era un grande attore e nessuno può negarlo. Era bellissimo e nessuno può negarlo ed era una grande star, ma era anche molto semplice, molto naturale nel suo modo di pensare il suo mestiere e di esercitarlo. L'ha detto spesso davanti a me. Essere attore non c'è bisogno di esaltarsi, c'è solo da fare. Ecco tutto. Molti attori esagerano senza andare da nessuna parte. Brava. Sì. Ok, je termine. Non, mais donc ce livre, je sais pas, ce livre, il faut bien le préciser, justement ce qui en fait la profondeur, c'est un livre qui n'est pas un livre d'entretien. Hein, c'est pas un entretien entre Gilles Jacob et Michel Piccoli. C'est un livre épistolaire. Ce sont des lettres qu'ils échangent. Les lettres de Jacob sont des lettres dans lesquelles Jacob lui pose des questions pour alimenter la réponse, et Michel Piccoli prend le temps de répondre. Mais quand on écrit, c'est pas la même chose que quand on parle. Donc, par exemple, ce que vous avez lu, ça a le poids de la réflexion. C'est pas, parfois en parlant, on peut tenir des propos qui dépassent votre pensée, ou des propos désagréables qu'on regrette d'avoir dit tout de suite après les avoir prononcés. Là, c'est pas le cas, c'est écrit. Donc, c'est un texte extrêmement intéressant pour comprendre Piccoli, pour alimenter éventuellement des travaux sur Piccoli. Il existe 2 ou 3 livres en français sur
sur Piccoli, notamment un livre de Robert Chazal, qui sont très intéressants sur l'analyse de la carrière de Piccoli, mais qui restent essentiellement des livres sur la carrière, qui ne creusent pas profondément la personnalité de Piccoli. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles la personnalité de Piccoli n'est pas approfondie dans ses ouvrages, c'est que dans le fond, Piccoli restait quelqu'un d'assez secret, hein, d'assez replié sur lui-même. Quand il vit avec Juliette Gréco, on ne sait pas quelle était exactement la nature de leur relation, qu'est-ce qui les unissait. Il y a de très belles images de Piccoli et de Juliette Gréco, notamment au Festival de Cannes, où ils étaient allés ensemble au moment de la projection de La Grande Bouffe, où ils se font d'ailleurs bousculer tous les deux, et les autres d'ailleurs. Hein, c'était un film qui a provoqué un certain scandale. Mais justement, l'intérêt de cet ouvrage, où dans le fond il dit beaucoup de choses, mais il reste encore. Hein, on aimerait parfois qu'il aille un petit peu plus loin. Oui, moi je voulais demander à Jean Gilly s'il considère Michel Piccoli comme un acteur capable d'interpréter des rôles très très différents, ou plutôt comme quelqu'un qui reste fidèle à lui-même. Alors tout à l'heure, Maria Grazia nous a dit qu'il reprochait justement à Yves Montand de n'interpréter que soi-même finalement. Mais Michel Piccoli, est-ce qu'on peut l'imaginer dans des... Moi je le vois surtout comme un homme à l'écran, je veux dire, à l'écran cinématographique. Je le vois comme un homme d'une grande sensibilité, même un peu, comment dire, excessive, entre guillemets, et qui transmet donc ses émotions au public grâce à cette sensibilité. Piccoli est un peu les deux, c'est-à-dire Piccoli, à un moment, avait une, comment dirais-je, une présence physique qui virait au stéréotype. C'est-à-dire c'était le bel homme di mezza età, hein, c'était pas le jeune premier, c'était pas le French lover, mais c'était le séducteur élégant entre 40 et 50 ans. Et là, il y a eu certainement une période pendant laquelle il a un peu reproduit de film en film toujours le même personnage. Peut-être aussi parce que les producteurs savaient que c'était des rôles que Piccoli interprétait à la perfection, qu'il était capable de donner de la substance à des personnages qui parfois n'en avaient pas tellement. Et donc là, il y a eu effectivement une période où il ne jouait pas tous les rôles possibles du répertoire, mais bon. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, mais ça on en a moins la trace, parce que malheureusement la trace, elle existe de manière fragmentaire, de son travail au théâtre. Parce que Piccoli a été aussi, qui a notamment joué avec Chéreau au Théâtre des Amandiers, où à une époque il a été très souvent sur les planches. Donc, et tardivement, il a même joué au Théâtre de la Colline dans le 20e, mais je ne me rappelle plus le titre de la pièce, où il avait un rôle très important et où il jouait avec des écouteurs. C'est-à-dire qu'il n'était plus en mesure d'apprendre le rôle qui était long et qui supposait une mémoire qui était devenue, avec le passage des années, un petit peu défaillante, ce qui malheureusement nous menace tous. Et donc il avait des écouteurs et un suggeritore, un souffleur, qui lui donnait le texte dans les oreillettes. Et lui, c'était d'ailleurs un exercice pas très facile. Hein. Imaginez que vous entendez le texte dans l'oreille et que vous devez le dire face à un public et dans toutes les nuances nécessaires et pas de manière monocorde. Bon, enfin, en tout cas, il avait pu ainsi continuer à jouer au théâtre. Donc, il n'y a pas de doute que le stéréotype, en plus, il avait réussi à être d'une séduction formidable tout en étant chauve. Hein, quand même, c'est quand on voit, même quand on le voit là dans les choses de la vie, qui est un des sommets où Romy Schneider est d'une beauté à tomber, quoi, hein. Là, c'est le syndrome de Stendhal, tant de beauté vous foudroie, quoi, hein. Bon, et
et là, il a eu, à un moment donné, peut-être la rencontre avec Ferreri est un moment décisif de sa carrière. Hein, parce qu'avec Ferreri, il tourne une demi-douzaine de films, et pas seulement La Grande Bouffe, qui est le film le plus célèbre, et où là, justement, si vous avez encore en mémoire le film, c'est là, le virage est clairement assumé, parce que dans La Grande Bouffe, il joue le rôle d'un homosexuel qui s'entraîne à la barre pour s'assouplir et danser. Il meurt de façon ignoble, en explosant littéralement et en lâchant des flatulences, pire, des matières fécales, quoi, hein. Il meurt dans une flaque de matière fécale. Ce qui veut donc dire aussi que, et là on comprend l'admiration qu'il a pour Mastroianni, hein, parce que Mastroianni est un acteur de ce type, c'est-à-dire un acteur, lui n'a pratiquement jamais été un stéréotype, parce que même après la Dolce Vita, tout de suite il casse le stéréotype du Latin lover, tout de suite. Il tourne un film de Bolognini où il joue le rôle d'un impuissant, Bel Antonio. Tout de suite. Hein, et alors, il va parfois reprendre ce rôle, par exemple, dans 8 et demi, où, parce que Mastroianni lui demande de rejouer en quelque sorte le personnage qu'il avait joué dans la Dolce Vita, mais il ne s'enferme jamais dans un rôle. Et Piccoli, qui a, à mon sens, à un moment été un peu enfermé, peut-être à son corps défendant, par ailleurs. Hein, c'était les propositions qui lui arrivaient, il tournait et on lui proposait de refaire un peu toujours la même chose. Quand il arrive avec Piccoli, avec Ferreri, Piccoli se transforme, hein, et joue des personnages extrêmement différents. Dellinger est mort, où il joue le rôle d'un homme qui passe la nuit à nettoyer un revolver, pour finalement, une fois que ce revolver est parfaitement nettoyé, graissé, huilé, et à faire la cuisine. Bon, tout à fait, vous avez raison, faire la cuisine et fourbir un revolver qui lui servira à la fin à tuer sa femme. Ça, c'est les histoires de Ferreri, qui invente toujours des histoires absolument étonnantes et surprenantes. À ce moment-là, Ferreri développe des personnages très différents. Oui. Et donc on peut dire à la fois que c'est quelqu'un qui à un moment refait un peu toujours la même chose et à un autre moment élargit sa palette et donne toute sa mesure dans des rôles très différents. Alors, voyez-vous, grâce au talent de Jean Gilly, on est en train un peu de percer le mystère de cet acteur tellement réservé. Et parmi les personnages auxquels il a donné vie, il y a même le pape. Alors, moi j'ai interrogé des critiques cinématographiques de formation catholique. Et alors j'ai demandé, mais est-ce que Michel Piccoli, qui pendant toute sa vie a été assez éloigné de la religion, est crédible en tant que pape? Et la réponse était oui. C'est-à-dire que le grand acteur est capable de plonger dans un univers qui est éloigné du sien, et en étudiant le personnage, sa hiérarchie des valeurs et ses gestes, parce qu'évidemment les gestes d'un cardinal et d'un pape sont différents par rapport aux gestes d'un homme de cinéma. Disons ça, ce sont des milieux très différents. Pourtant, il est crédible. Et en cela, on comprend son amitié, sa proximité avec Mastroianni. Et aussi, on comprend, si Mastroianni est un modèle, on comprend qu'il soit un peu l'opposé de Montand. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui disait écartez-vous, Michel Piccoli arrive. Hein, tandis que Montand aurait pu dire ça. Hein, bon, vous avez le privilège d'approcher Yves Montand, quoi, hein, ce qui était absolument l'opposé de ce qu'était Piccoli, et probablement ce qui était l'opposé des grands acteurs. Les grands acteurs n'éprouvent pas le besoin d'être portés au nu. Et dans le Habemus Papam, bon, d'abord il y a aussi l'intelligence de Moretti.
Moretti est venu à Paris, hein, quand il cherchait le personnage, il avait pensé dès le départ à un acteur français pour jouer le rôle d'un cardinal français. Il est venu à Paris, il a rencontré Piccoli, et il dit lui-même « j'ai honte ». Je lui ai demandé de faire un bout d'essai. Alors, comment on peut imaginer de faire un bout d'essai à Michel Piccoli? Mais Michel Piccoli a accepté. Michel Piccoli a accepté il avait apporté quelques phrases et demandé à Piccoli de les prononcer. Michel Piccoli, voilà un autre exemple de la disponibilité, il s'est prêté au jeu. Bon, bien évidemment, il aurait vraiment fallu, on peut difficilement imaginer que Moretti vienne à Paris pour rencontrer Piccoli en n'étant pas certain à 99% qu'il va le prendre. Hein. Bon, donc il a fait une vérification, mais utile sans doute, ne serait-ce que pour entrer en contact avec lui et pour commencer à établir un rapport, parce qu'après il va falloir tourner. Hein. Et un tournage, surtout quand c'est Piccoli, ça dure des mois. Hein, parce que Piccoli n'a jamais la responsabilité de tournage qui dure des mois. C'est Moretti qui a la responsabilité de faire des tournages qui durent des mois, il n'est jamais content du résultat, il faut recommencer. Perfectionniste, un peu névrotique d'ailleurs, hein, dans cette... Bon, et avec Piccoli, ça s'est admirablement passé, et moi j'ai eu beaucoup de peine à comprendre qu'est-ce qui avait retenu Moretti dans ce sujet. En quoi Moretti pouvait être intéressé par un personnage de pape qui, une fois élu, rentre dans un état de grande angoisse. Hein. Bon, et je me suis dit, mais où est le lien, hein? Et le lien, en fait, il est tout simple, mais il n'est pas évident du tout. C'est lui qui l'explique. Le lien, c'est l'inadéquatezza. C'est-à-dire faire un travail en ayant le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur, hein, qu'on n'est pas en mesure. Et alors, lui, évidemment, ce qui le touchait, ce n'était pas l'histoire d'un pape qui avait des doutes sur sa capacité à exercer cette responsabilité énorme qui est celle de devenir souverain pontife, parce que lui se voyait comme un cinéaste convaincu qu'il n'était pas à la hauteur pour tourner les films qu'il tournait, qui avait une très forte angoisse sur son incapacité à être au niveau de l'idée qu'il se faisait des films qu'il s'apprêtait à mettre en scène. Et que donc il y avait une espèce de paralysie et qui décrit cette paralysie qui est en réalité une paralysie personnelle en la projetant. Alors en même temps on peut dire que la grosse tête de Moretti apparaît aussi, hein, puisque jouer son angoisse personnelle en la confiant à un cardinal qui vient d'être élu souverain pontife, c'est vraiment essayer de chercher l'exemple le plus élevé possible. Hein, le plus ambitieux. Le plus ambitieux, absolument. Ouais. Une espèce de... Parce que Moretti est conscient de sa singularité, de son intelligence, de sa capacité de création. La filmographie de Moretti est merveilleuse. C'est un créateur passionnant de ce point de vue, quoi, hein, sur les doutes qui sont les siens, sur les angoisses, sur le fait qu'il est capable de tourner une scène et puis en la revoyant au montage, c'est-à-dire parfois plusieurs mois après, qu'il la trouve mauvaise. Et on va la retourner. Éventuellement, on va reconstruire le décor, on va recréer le plateau tel qu'il était le jour du tournage, et on va refaire la séquence. Hein. Donc, ce qui explique que souvent, il est en train de tourner en ce moment. Hein. Donc c'est bien, c'est une très bonne nouvelle, hein, parce qu'il n'a plus tourné depuis 2015. Enfin, vous avez peut-être vu son documentaire sur Santiago au Chili, enfin Santiago Italia, qui est un film remarquable, mais un documentaire. Là maintenant, il est en train de tourner un film de fiction. Il devrait tourner jusqu'au mois de juin. Bon, pour l'instant, c'est juin. Voilà. Donc je crois que dans le personnage de Piccoli, il s'est curieusement projeté, c'est-à-dire ce qui a priori apparaît totalement invraisemblable. Est-ce qu'il y a une dimension d'autobiographie dans la représentation du pape? A priori, sûrement pas. Hein.
Mais a priori, superficiellement, en réalité en y réfléchissant, et après que lui-même ait un peu expliqué ce qui était la clé d'approche du personnage par rapport à cette inquiétude. Il y a une phrase extraordinaire, il se plaint, il va voir une psychanalyste et il dit qu'il souffre d'un déficit di accudimento, un déficit di accudimento. Hein. Bon, c'est pas assez occupé de lui, alors voilà, c'est pour ça qu'il est tellement anxieux, quoi. Bon, et alors probablement que c'est... Et alors là, c'est un jeu parce qu'au contraire, Moretti a été élevé dans une famille, notamment la maman qu'il montre dans Mia Madre. Hein, enfin, Mia Madre est sur la mort de sa mère, mais dans un film antérieur, sa mère joue un petit rôle. Hein, bon. Et le nom qu'il se donne dans plusieurs de ses films, Michele Apicella, Apicella c'est le nom de jeune fille de sa mère. Hein, elle était Moretti Apicella. Donc, en fait, à l'évidence, et a priori, il n'y a pas de déficit d'accudimento dans sa vie à lui. Il a été très gâté. Il a été très gâté, absolument. Mais quelque part, il doit y avoir quelque chose qui fait que ça participe de l'émerveillement que l'on a à voir ces films. Hein. Enfin, en tout cas, l'émerveillement que je prends moi à les voir. Moi, je voudrais, avant de passer la parole au public, poser une dernière question a Jean Gilly, per la quale mi piacerebbe una risposta in italiano, dal momento che la maggioranza di questo pubblico è di origini italiana o di origini italofone. E cioè, in sintesi, si potrebbe arrivare alla conclusione che Michel Piccoli, uomo e attore, aveva la saggezza di non aveva e ha tuttora la saggezza di non prendersi troppo sul serio? Beh, secondo me il segno della genialità di un attore, di un regista, di qualsiasi artista è di non prendersi sul serio. Questo è un difetto tremendo. Yves Montand si prendeva molto sul serio, anche se era bravissimo quando cantava, ad esempio. Bisogna sempre ricordare che Montand ha fatto due mestieri, faceva l'attore e faceva anche il cantante, con delle rappresentazioni, migliaia di persone, è andato in Russia, era famosissimo, era diventato anche un po' un ambasciatore del comunismo in Francia. Dunque questo è il lato non molto simpatico di Montand, e non parliamo più di Montand. No, si può dire ancora che faceva anche il seduttore, ma sempre di donne molto note, diciamo. Tu dici di Montand? Sì. Sì, sì. Marilyn Monroe, ma questa è una storia un po' singolare. Sì, va in America, la moglie si incazza, perché... Sì, ma non si è trovato la cassiera di un bar. No, la cassiera di un bar, neanche per sogno. No, credo che invece Piccoli... Io l'ho incontrato una volta sola, dunque avevamo fatto un'intervista per Positif, in due fra l'altro. L'ho anche un po' conosciuto attraverso Elio Petri, ha fatto una piccola parte in Todo Modo, dove fa un dirigente della Democrazia Cristiana, tutto riservato, era notevole come interpretazione, e appunto c'era questa capacità a entrare in personaggi molto diversi, ma io ho veramente una grande stima, e quando mi è stato chiesto di scrivere da Maria Grazia la prefazione, gli ho detto subito di sì, perché ne ho approfittato per ricordare un po' la sua carriera italiana, mi piaceva molto. Quando dirigevo il Festival di Annecy gli abbiamo dedicato un grande omaggio con una decina di film, purtroppo non è venuto. Mi ha raccontato anche delle balle. Sì, perché mi ha detto
vado in Cina, sì, mi ha raccontato, no, non posso venire perché vado in Cina, non era vero per niente, però probabilmente non aveva il coraggio di dire di no, perché poi un omaggio alla sua carriera italiana ad Annecy era piacevole, no, era un po' imprevedibile fra l'altro, tu che l'hai cercato sapevi che a volte, ecco, a volte andava bene, a volte non andava bene. Allora, grazie a Jean-Gilly, grazie a Maria Grazia Paturzo, grazie a Florence Ron che ci ha accolti così simpaticamente come sempre.